À Villemain, un petit village du Poitou, les chèvres de Paul Georgelet sont des célébrités. Là, vous mangez du regain, mes biquettes, hein. Vous mangez de la bonne luzerne. En 40 ans, il est devenu le pape du fromage de chèvre en France. Pour faire du bon lait. Quand j'entends leur mâchoire qui aplatit là, l'herbe là, comme en ce moment, elle croque dedans, je me dis là, c'est bon signe. Voilà, mon animal, il est heureux. Avec le troupeau de ses parents, il a fabriqué les premiers chèvres de la ferme. Des produits qu'il bichonne autant que sa moustache. Son apprenti Émeric a découvert comment fabriquer des fromages. Aujourd'hui, il va apprendre à les déguster. Un petit chabichou, un petit moté affiné, un moté plus jeune. Pourquoi pas celui-là? Ah, un crémeux comme ça, t'as raison. Dans sa cagette, des produits maison et son préféré, le moté. Comment on déguste le fromage? La première chose, c'est de le regarder. Oui. Regarde si c'est bon ça. Deuxième chose, on va sentir. Là, on sent encore un petit peu cette odeur de lait fermenté. Le lait fermenté frais, voilà, très bien. On est dans le sous-bois, là. Hein. Ouais. Quand tu fermes les yeux, tu es en train d'avancer des champignons. Non? C'est exact, ouais. Et toi, tout ça, comment je l'ai appris? Ben, je l'ai appris comme toi. Quand j'ai commencé, j'avais ton âge. Hein, et dans cette maison derrière, je suis dû voir la grand-mère qui m'a dit tout ce qu'il fallait faire pour faire le beauté. Voilà. D'accord. Hein? Du bon fromage, du bon pain, du bon vin. La sainte trinité du savoir-vivre à la française. Cette fabrication traditionnelle, c'est vraiment un très grand patrimoine national. Il n'y a pas de petit coin en France où il n'y avait pas un savoir-faire fromager. Cet amoureux du goût se bat pour préserver ses produits du terroir contre les fromages industriels. Comme Paul Georgelet, d'autres fromagers ont décidé de prendre les armes. Après s'être fait dévorer par la grande distribution, Bonjour. une nouvelle génération de fromagers a vu le jour. Bonjour Sophie. Ils sont passés de 2000 à 3200 en 10 ans. Avec ceci. Loin d'être de simples vendeurs, ces fromagers passionnés défendent des producteurs au savoir-faire ancestraux. Aujourd'hui, si Delphine est toujours en train de faire ses roqueforts tels que le faisait son grand-père, c'est aussi parce qu'il y a des fromagers qui vont acheter ces fromages. Fromage à croûte fleurie, à pâte pressée, persillée. La vitrine des fromagers ressemble à une carte de France. Mais les crémiers cherchent aussi de nouvelles saveurs. Notre job à nous, c'est de voir qu'est-ce qui manque dans ce que les clients sont en quête de rechercher. C'est le feeling et d'avoir toujours ce coup d'avance. Comment sélectionner un bon fromage? Qui sont ces passionnés du goût qui portent haut les couleurs des tomes, roquefort et autres comtés? Comment sont-ils parvenus à prendre leur revanche sur la grande distribution? Avec ceci. Je vous la mets plutôt affinée mi-sèche ou un peu plus jeune et tendre? Un peu plus jeune et tendre. Le petit cahier de chèvre qu'on fait, typique de la région. Pour découvrir cette nouvelle génération de fromagers, direction Aix-en-Provence. J'ai un petit morceau et j'ai un morceau un peu plus gros. Celui-ci, ça vous convient? Benoît Lemarié fait vibrer les papilles de ses clients avec plus d'une centaine de fromages au lait cru, au nom évocateur. Boutons de culotte, fleurs du maquis, chèvre au romarin ou encore fromage à la truffe. Il y a du goût celui-là. Passez une bonne journée. Benoît Lemarié est un gourmand et il affiche clairement sa devise. On ne peut pas acheter le bonheur, on peut cependant acheter du fromage, c'est presque pareil. Et vraiment, les clients se reconnaissent là-dedans parce que le jour où je l'ai mise en place, tout le monde m'a dit « Ah oui, c'est exactement ça que vous faites ici et merci pour le bonheur que vous nous donnez. » Donc ça, c'est une des grandes satisfactions. Le pecorino à la truffe. Voilà, une satisfaction récente, car il y a encore 6 ans, Benoît ne tenait pas des fromages dans sa main, mais une souris d'ordinateur. J'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs, qu'on puisse passer de l'informatique au... Ça surprend beaucoup de monde. Ça surprend beaucoup de monde à chaque fois. C'est quelque chose qui étonne beaucoup, mais qui... Et alors, comment on fait ce grand saut?
On le fait par plaisir déjà. Enfin, moi, ça a été une vraie... par passion en fait. C'est vraiment ce qui me mène depuis des années maintenant. Et c'est l'envie de donner du plaisir aux gens et du coup d'en prendre beaucoup parce que on satisfait les autres et du coup on se satisfait soi-même. C'est vous qui l'affinez du coup? Ouais, ça c'est affiné ici dans nos caves. C'est nous qui l'affinons ici. Ah, c'est vrai, c'est délicieux. Ah, ben, merci. Benoît n'est pas que fromager, il est affineur. Il procure un goût particulier à ses produits. Voilà. Là, on est dans la cave. Donc, c'est ici qu'il y a une grande partie de la magie qui va s'opérer. Alors, j'ai pas une cave très pittoresque, j'en suis désolé. Malheureusement, c'est pas une cave naturelle, mais cette cave-là fonctionne très très bien parce qu'en fait, elle est complètement ensemencée. C'est-à-dire que quand je frotte les fromages, mine de rien, il y a des champignons qui se répartissent dans l'air et qui va venir se déposer, et pas du tout de manière anarchique, de manière très contrôlée, sur les autres fromages. Et c'est ce qui fait que la cave est vivante. Une cave à 7 degrés où il ne se contente pas de veiller ses bébés comme du lait sur le feu. Il leur prodigue des soins quotidiens. Vous voyez que là, on a déjà une croûte qui est bien développée, qui est vraiment très jolie. Mais si je laisse les champignons se développer de manière anarchique comme ça, je vais avoir une croûte très épaisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les champignons s'agglomèrent. La croûte, c'est une agglomération de champignons. Et donc, si je laisse les champignons se développer indéfiniment, bah, ils vont avoir tendance à transformer l'intégralité du fromage en croûte. C'est un peu exagéré, mais ça pourrait être ça. Donc, mon travail, voilà, ça va être ça. Ça va être de les frotter régulièrement, comme ça, pour leur permettre de se développer un petit peu moins vite. C'est des tongs crayeuses. Il y a aussi des spécialités qu'il prépare lui-même, comme ses minsters. Sur les minsters, les maroilles, les croûtes lavées en général, ce sont principalement des levures qui sont dessus, et non plus des champignons. Et en fait, là, vous voyez, je les trempe dans de la bière, qui, elle, est gorgée de levure, parce que c'est le principe même de la bière. Et en fait, c'est une façon de réensemencer le minster et de lui donner encore plus de vie. Et en plus, au passage, de l'aromatiser un petit peu. Et tout le monde ne fait pas ce travail-là. Donc, c'est notre particularité, notre personnalité. C'est des produits qui sont typiques de chez moi. Un savoir-faire qui fait la différence de goût, mais aussi de prix. Chez lui, un minster se vend 25,10 € le kilo, 2 fois plus cher que dans certaines grandes surfaces. Car ces crémiers nouvelle génération ne sont pas de simples vendeurs. Ça marche très très bien. Ça plaît beaucoup. Ils choisissent minutieusement leurs produits. En plein cœur de l'Aveyron, à flanc de falaise, le village de Roquefort. Ce jour-là, Benoît le marié et ses vendeurs viennent de faire 400 km depuis Aix. Là, on arrive à Roquefort, là. Alors, en fait, c'est drôle parce qu'il y a des centaines de milliers de tonnes de Roquefort qui sont produites. Et tout est fait dans ce petit village. Pour bien vendre les produits, il faut les connaître. Il vient faire découvrir à son équipe le Roquefort de son fournisseur, Delphine Carle. Ça va? Ouais. Je me suis fait une petite frayeur. On se tient vraiment, ça glisse, ouais. C'est beau ça. C'est beau, ça c'est une cathédrale quoi. On fait un affinage traditionnel, c'est-à-dire sur travée de bois. Les fromages, on les pique et après on les pose sur champ, sur les travées de bois. Donc ça c'est très important. Pour porter son nom, le Roquefort doit obligatoirement être affiné dans des caves naturelles, creusées dans la falaise du village. Et là, vous avez plusieurs failles derrière, vous voyez, vous avez des failles. Benoît a choisi Delphine, car elle perpétue un savoir-faire ancestral. Un travail entièrement à la main. Ça me permet d'être sûr d'avoir des produits qui sortent de l'ordinaire, quoi, de ne pas avoir des produits courants, communs. Je dis souvent, il y a un truc que je dis souvent, c'est que quand je choisis mes fromages, j'ai qu'un seul critère, c'est que les gens ils fassent waouh, il y a longtemps que j'en ai pas mangé un comme ça. C'est tout, c'est mon seul critère. Si le Roquefort de Delphine sort de l'ordinaire, c'est parce qu'elle a une façon bien à elle d'obtenir le bleu de ses fromages.
Ah ça, il faut que tu leur montres à tout prix. Hein. Parce que c'est vraiment la dernière à faire ça. Elle est la dernière à fabriquer de la moisissure à partir de ce pain brûlé qu'elle va laisser fermenter plusieurs jours. Un procédé unique. Les autres fabricants ont recours à du bleu tout fait. D'accord. Voilà. C'est notre secret de fabrication qui transmet de génération en génération. Voilà, j'utilise la même recette que mon grand-père. C'est chouette que ça existe encore et qu'il y a encore du monde qui le fait parce qu'en fait, ça, c'est du boulot quand même de faire ça. C'est beaucoup de boulot. Tu pourrais te simplifier la vie effectivement en achetant des souches liquides et voilà, ça serait. Mais le goût tu n'est pas le même. tu perdrais, tu perdrais toute la typicité. Ah oui, quoi. le goût n'est pas le même. C'est ça n'a rien à voir. Quoi. Et ça voilà. c'est aussi notre boulot de défendre tout ça. Quoi. C'est des savoir-faire et il ne faut pas qu'ils disparaissent. Et c'est chouette qu'on voit toutes les étapes parce que comme ça, je veux dire, Un savoir-faire appliqué également dès la transformation du lait en fromage. Et donc le lait arrive, il va être chauffé et en même temps on va remplir les 4 cuves. Le lait de brebis chauffé durcit, ce qui permet aux ouvriers de le couper en petits morceaux. Là pour le moment il est quand même très souple. Le processus est minuté. ouais, c'est bon, on a le temps. Car les petits carrés de lait doivent chauffer tout en étant brassés jusqu'à obtenir la consistance parfaite. On appelle cela coiffer le grain. Fais voir les grains coiffés, ce que ça donne une fois qu'il est coiffé. Et les grains coiffés, ça donne ça. Ah oui, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Non, Là, on dirait des marshmallows. Oh. Plus on brasse, plus il durcit. Oui, voilà, et plus il devient sec. Donc il ne faut pas trop le brasser non plus. Il faut quand même qu'il ait une texture. Bon équilibre. Voilà, mais il ne faut pas non plus qu'il soit tout desséché. Après une pause, il moule le fromage et intègre la poudre de pain moisi qui va donner le bleu au roquefort. C'est impressionnant, ça va trop vite. Les fromages vont être égouttés pendant 2 jours avant de rejoindre les caves. Le liquide doit sortir au plus vite du moule pour que le fromage se tienne parfaitement. À quelques secondes près, le roquefort est raté. Une méthode artisanale très rare. Delphine Carle ne fabrique que 2% de tout le fromage de Roquefort. Donc là, ça c'est celui qui va avoir un goût pas tellement typé, un peu plus typé et après très typé. Voilà, vas-y, goûte. Ça c'est ce que j'ai. Ça c'est onctueux, mais plus de saveur, plus typé. Enfin, beaucoup plus vert. Voilà. Beaucoup plus sur champignon. Voilà. Alors ça c'est des... Alors j'avoue, je suis plus là-dessus. Voilà. Pour moi, c'est un peu agressif. Un peu agressif, voilà. Benoît sélectionne le plus doux, celui qui contient le moins de bleu. Il sait qu'il en vendra environ 400 kilos sur un an. Je suis sûr que chacun des roqueforts que je vais avoir dans mon magasin sont passés entre les mains de ce monsieur qui les a sélectionnés pour moi en fonction des critères que j'ai laissés à défaut. Là aussi, le roquefort de Delphine est vendu en fromagerie en moyenne 2 fois plus cher qu'un roquefort industriel. Laurent Dubois est fromager et meilleur ouvrier de France 2000. Pour lui, cette différence de prix se justifie parfaitement. C'est plus cher, pourquoi? C'est très simple, c'est une question de temps et de manipulation. Le temps que vous prenez pour les affiner et après la mise en avant, le personnel que vous avez qui est qualifié aussi pour le vendre. Parce que ça aussi c'est important. Maintenant, quand vous êtes dans les fromageries, vous êtes capable d'avoir en face de vous, vous avez souvent en face de vous quelqu'un qui est capable de vous expliquer d'où il vient. Donc c'est des gens formés, c'est des gens qui ont aussi besoin d'être un peu mieux rémunérés que des gens qui sont des simples distributeurs. Benoît a effectivement suivi une formation. Une formation disparue il y a près de 30 ans et que la Fédération des fromagers de France a remise en place pour professionnaliser la filière. Rungis au petit matin.
L'homme qui a formé Benoît, c'est lui, Gérard Petit. Ancien fromager, meilleur ouvrier de France, aujourd'hui c'est sur le terrain qu'il va donner un cours particulier à Marie Montigny. Regarde les défauts là. Oui. Ah oui, il est fini. Ça s'appelle des becs de lainure. Ça a cassé à l'affinage. C'est dommage. Et celui-là a de beaux yeux. Et celui-là n'a pas de beaux yeux. C'est compliqué le fromage. Ah, c'est compliqué. Marie n'est fromagère que depuis 5 ans. Elle a les bases. Mais aujourd'hui, elle veut apprendre à se démarquer de la concurrence. J'ai voulu faire cette formation pour essayer de trouver autre chose que ce que je vois habituellement à Rungis, pour essayer de prendre le temps d'ouvrir les cartons, de goûter et d'apprécier autre chose que ce que je prends habituellement. Pour dénicher la crème de la crème, Gérard Petit la guide parmi les milliers de produits de Rungis. Ail et poivré. Fromage d'Auvergne, c'est un fromage blanc caoutchouc, qui avec le temps va devenir fondant, moelleux, très agréable. Ça peut se vendre en demi. Il faut le travailler, hein. Ça demande un mois à la maison à peu près. Et ça va vous faire un fromage magnifique. Mais surtout, il lui ouvre les portes des caves où Marie ne va jamais. Marie, tu viens? Salut Thierry. Bonjour. Ça va? Ça va Gérard? Marie, Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. une petite pépite que tu caches bien dans un petit carton, dans un coin pas possible. Bah oui. Et oui. Il n'y en a pas beaucoup alors. Persillé de Tignes, c'est un fromage. Persillé. Pas tout à fait. C'est tout blanc dedans. En fait, voilà, voici un affiné qui est magnifique. Il y a une souplesse de pâte qui est présente. Et franchement, c'est réservé à des gens qui connaissent. Hein. Bah, à peu près 20% de lait de chèvre. Hein. Et Marie, alors justement, là, vous saviez que monsieur faisait ces fromages-là? Non, je ne savais pas. Je ne descends pas assez Je te dis souvent. pas tout. Bah, Je descends garder pas, le petit voilà. secret. Je descends pas suffisamment souvent. Voilà. Ah bah non, je sais qui peut les vendre. Même nous, on a du mal à en avoir. Donc c'est vraiment Et c'est pareil, c'est... avec parcimonie. On va aller le... Voilà. Ouais. Et puis, tu verras ça avec Marie demain. Pas besoin d'une formation pour pouvoir ouvrir une crèmerie. Mais ils sont de plus en plus nombreux, à l'image de Marie, à vouloir être qualifiés. Quelques jours plus tard, dans sa fromagerie de Saint-Arnaud en Yvelines, Marie va présenter sa trouvaille à ses clients, le persillé de Tignes. C'est pas facile à vendre parce que justement, il y a cette particularité en bouche qui fait que c'est surprenant. Et même la texture. Ouais, La texture. oui. Je n'ai pas habitué. Et c'est pas ma tasse de thé. Marie a fait chou blanc. Bon week-end. Bonne journée. Merci. Vendre un fromage à 40 € le kilo, au goût très prononcé, c'est une gageure. Est-ce que vous voulez aussi goûter, messieurs, dames, le persillé de Tignes? Allez. Ça vous plaît? Vous pouvez reprendre un petit bout. Je vais en prendre un morceau. Pour de vrai. Pour de vrai. Voilà. Exactement. Le mélange de la chèvre et de la vache, c'est une texture très agréable. Vraiment. Et je ne connaissais pas et vraiment c'est superbe. Merci. Merci. Au revoir. Cette formation a été utile parce que c'est vrai que je ne serais pas allée voir forcément ce genre de produit de moi-même. Et bon, je connaissais ce produit, mais je ne serais pas forcément, j'aurais pas eu l'audace d'apporter ça en magasin, quoi. Si les fromagers se professionnalisent, c'est aussi pour faire la différence avec la grande distribution. Faire preuve d'audace, dénicher de nouvelles saveurs. Certains en ont fait leur marque de fabrique. Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes de Haute-Provence. Hervé Mons est un fromager qui parcourt la France pour traquer des goûts atypiques. C'est un chasseur. Un chasseur de saveurs. Dans le Luberon, il a découvert des animaux étranges. Les chèvres du Rove, typiques de la région. Qu'est-ce qu'il est bon, François?
Moi, je serais toi, je me serais mis encore plus haut. Hein. Ah non, elle mange pas. Ça fait 1 heure que je cavale. La forme? Ouais, bien, super. Bah, c'est toi qui dois garder la forme. T'arrêtes pas de galoper là. Elles sont belles, dis donc. Hein. Ouais. Elles sont belles. Hey, 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 hey. Les petites nouvelles. Ouais. Les petites nouvelles. Salut chérie. À la tête du troupeau, le berger, François Masteau. La spécificité de ces chèvres, c'est de se nourrir uniquement en se déplaçant. Il lui faut donc parcourir la montagne. Bon, dis-moi, t'es parti pour combien de temps là? 3h30, 4h. Ouais, tu fais ça bien sûr. Tous les jours. C'est ce qui explique que tu as la bonne forme. Ouais. Elle aussi, tu vois. Ouais, je vois. La végétation commence un peu à sortir, donc c'est parfait. Ouais. Comme ça fait du bon lait. Cette chèvre à grandes cornes a séduit Hervé Mons car elle se nourrit de feuilles de chêne, de genêts piquants, de hêtres, des variétés de plantes qui procurent un goût incroyable au lait. Allez. Ah, c'est magnifique, tu vois, il a mis. Putain, l'odeur. Ah, et puis à cette température-là, là. Non, mais ça, c'est fabuleux. Puis il nappe bien, c'est rigolo. La particularité, moi, qui me plaît à chaque fois, c'est la petite couche qui reste sur le palais. C'est ces laits-là qui font que, bah, justement, on arrive à avoir des produits et des fromages d'exception, puis qui sont. C'est inégalable, c'est incopiable, c'est unique. Une découverte pour notre chasseur de saveurs, toujours en quête de goût subtil et inédit. Notre job à nous, c'est de ressentir déjà le marché, de voir qu'est-ce qui manque dans ce que les clients sont en quête de rechercher. C'est le feeling et d'avoir toujours ce coup d'avance. Pour séduire les consommateurs, Hervé Mons a eu l'idée, avec Vanessa Masteau, la femme du berger, de fabriquer les bûchettes de Manon à partir de ce lait de rove. Comment va ma petite Vanessa? T'as la forme? Ouais, et toi? Génial, Très bien. génial, Écoute, génial. On a repris le boulot. Super. Après les naissances, voilà, on a les premiers laits avec le premier cahier qui va bien déjà. Il a l'air, ouais. Bien brillant, bien joli, bien gras. Un beau lait bien gras de début de saison, là. Ça va être le bonheur, on va ramener les premières bûchettes. Ouais. Ça va être bien. Se faire repérer par un dénicheur de saveurs, c'est une chance. Simple. On n'était pas trop partant pour faire les marchés, y passer des heures pour gagner très très peu. C'est beaucoup plus simple de travailler avec Hervé, on fait une livraison par semaine, c'est super pratique. Donc on y passe beaucoup moins de temps et pouvoir faire autre chose. Et je trouve que c'est vraiment un super partenariat. Hervé Mons a négocié l'exclusivité de leur lait. Mais pour le moment, c'est une toute petite production, seulement 100 kilos par semaine. Un pari pour tous les deux. Voilà, c'est les premières bûchettes. Tu les trouves comment? Bah écoute, déjà en texture et en pâte, c'est vraiment pas mal. C'est bien. Ouais, tu vois, elles brillent bien, elles sont jolies, elles se coupent, elles sont bien franches à la coupe. Ouais. Le cahier est bien lisse. Hein. Ouais, ça a l'air vraiment d'être sympa. Hein. Franchement, c'est joli. Ça, c'est super. On est déjà deux à se battre pour se dire ce truc il est bon. Okay. Donc ça amène quand même du réconfort chez les uns et les autres pour dire maintenant on va aller à la bataille du goût et puis on va aller à la bataille de convaincre le client et moi ce que j'aime pas c'est être obligé de convaincre un client. J'aime que ce que l'on mette dans l'assiette et qu'on fasse goûter au client, il parle de lui-même. Super. C'est super bien. Bien bossé Mathilde. C'est les premières. Salut Étienne. Salut. Tu vas mettre tes petites bûchettes. Ah, le retour des bûchettes. Hervé Mons est à la tête de 7 boutiques où il vend ses bûchettes. Alors vous avez vu les nouvelles bûchettes qui viennent de revenir? Elles sont exceptionnelles. Voilà. Simien de la Rotonde. La particularité de ce chasseur de saveurs, c'est aussi d'exporter ses fromages et de faire rayonner la culture française à l'étranger. Là, on est dans le sas des expéditions, donc c'est toutes les commandes qui vont partir sur les différents pays. On est l'Australie ici, on a du Hong Kong là, on a du Dubaï ici. C'est toutes les préparations qui sont en attente avec les programmes avions, les programmes bateaux. Dans ces fromages, il y a l'âme de plein de choses. Okay, il y a l'âme d'une race qui est complètement, qui a été oubliée, qui est la Rove. Il y a l'âme de toute une famille, qui est les Masteau, qui sont en train de faire ces fromages-là. Et il y a le fait de pouvoir les faire voyager. Si eux, en tant que producteurs, ne voyagent pas, au moins on fait voyager leur fromage.
Si ces nouveaux crémiers fromagers tentent toujours d'innover, c'est parce que les consommateurs ont aussi beaucoup évolué. Et ils sont de plus en plus nombreux. En 1980, les Français mangeaient 15 kilos de fromage par an et par personne. Et en 2015, la consommation est passée à plus de 25 kilos par an et par personne. Des amateurs de plus en plus exigeants et qui vont même jusqu'à prendre des cours de dégustation. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus à faire un plateau de fromage. Pauline Baudin n'est pas crémière, mais c'est une fondue de fromage. Elle a créé un blog sur le sujet et organise régulièrement des dégustations à domicile. Alors mon petit plaisir, c'est de partager ma passion avec des gourmands et avec des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur notre terroir. Alors là, on va être vraiment sur un plateau traditionnel. Combien de fromages sur ce plateau ? 5. On va toujours présenter les fromages de manière impaire sur un plateau. D'accord. On va avoir un chèvre. Chèvre, pâte fleurie. Croûte fleurie. Croûte fleurie, voilà. pardon. Donc les croûtes fleuries. Croûte lavée. Croûte lavée. Lavé, tiens. Donc en fait, à partir du moment où le fromage est en affinage, on va le frotter généralement une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours avec ce qu'on appelle de la saumure, qui est de l'eau salée. Et ces fromages sont assez typiques parce que vous allez les reconnaître avec la croûte orange. Ouais. Pâte persillée, tout à fait. Et là, bien sûr, on aura les pâtes pressées, cuites et non cuites. Ces élèves ont déboursé 45 € pour 3 heures d'atelier. Alors pour la dégustation, évidemment, on commence par un fromage de chèvre qui va être moins fort et on va progressivement vers les fromages les plus forts. Donc, comment il est ? Il pique la langue. Il est très très bon et il reste sur la langue. Il est fort. Ouais. Comme eux, 92% des Français mangent du fromage au moins une fois par semaine. Mais pas toujours dans les règles de l'art. Le petit conseil qu'on peut donner, c'est quand même de commencer à découper 1 ou 2 morceaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les gens ne savent pas découper le fromage. Ça, c'est quel fromage ? Ça, on est sur le Livaro. On peut aussi tout à fait le présenter comme ça. Comme ça, les gens savent tout de suite comment continuer la découpe du fromage. Je ne savais pas qu'il y avait tout un art dans la présentation, le choix des fromages et même l'association du vin et du pain. Par exemple, en général, on boit souvent du vin rouge avec le fromage. J'ai jamais bu de vin blanc avec le fromage. C'est la première fois que je fais ça et c'est vrai que ça se marie très bien. L'engouement est tel que les consommateurs sont prêts à payer en moyenne 30 € pour un plateau de 5 fromages. Résultat, ils veulent savoir choisir leurs produits sans se tromper. Pauline a un conseil. Juste, il y a une chose qui est intéressante dans ce plateau de fromage, c'est qu'on est sur des AOP. Et en fait, c'est que des fromages qui sont des appellations d'origine protégée. C'est-à-dire que leur cahier des charges est enregistré. Et pour s'appeler Sainte-Maure-de-Touraine, ou pour s'appeler Roquefort, ou pour s'appeler Livaro, il faut que les producteurs respectent un cahier des charges assez strict. Un cahier des charges que tous les producteurs en France et en Europe doivent respecter pour obtenir cette fameuse appellation d'origine protégée. En France, il existe 45 AOP, tels le Saint-Nectaire, le Camembert ou le Crottin de Chavignol. Mais le plus vendu, et de loin, c'est le Comté. À la frontière suisse, le Jura est l'un des terroirs du Comté. C'est dans ce massif que se situe le Fort des Rousses. Cet ancien fort militaire du 19e a été restructuré pour abriter les caves d'affinage des fromageries de Jean-Charles Arnaud. Le Comté, cet amoureux du fromage, est tombé dedans dès l'enfance. Alors là, c'est qui ? Moi, il y a quelques années, un peu trop d'années d'ailleurs, chez mon grand-père, qui fabriquait son fromage chauffé au bois chaque jour dans son tout petit village de montagne. Ma grand-mère appelait ça le bout du monde. Voilà, 48 habitants, beaucoup de neige. Et puis un arpète, le sous-apprenti qui apportait le petit bois pour lancer le feu. Et puis faire 2-3 petites bricoles qui donnaient la main quand même à mon grand-père. Mon grand-père, pendant toute sa vie professionnelle, n'a pas fait de compter qu'un jour dans sa vie. Un seul jour dans sa vie où il n'a pas fait de compter, le jour de son mariage. Tous les autres jours de sa vie, il a fait un comté. Et pour faire un bon comté,
Jean-Charles Arnaud a appris de son grand-père qu'il fallait d'abord sélectionner un bon lait. Je suis étonné, il y a encore une belle quantité d'herbes quand même. Parce que c'est vrai qu'en bas, c'est paillasson. Hein. C'est paillasson. De l'eau régulièrement, oui. Monsieur Arnaud va rencontrer l'un de ses producteurs de lait, Stéphane Barbe, et ses vaches. Oh, elles ont l'air malheureuses, là. Moi, je dis nos vaches heureuses. Et on n'a qu'à les regarder. Ces vaches heureuses extraordinaires qu'on a là, on a l'impression qu'elles sont partout. Mais ça devient une exception en Europe. Les vaches, elles deviennent effectivement cantonnées à 2 ou 3 mètres carrés. Voilà, il y a une alimentation qui est codifiée, alors de façon très performante, vache par vache et autres, mais elles ne sont plus dans ces grands espaces naturels. Malheureusement, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Dans le cahier des charges du comté, il faut suivre des règles précises. Et tout d'abord, une certaine race de vaches. Donc la Montbéliarde, au moins 1 hectare par vache laitière. Ça, c'est effectivement donc, le minimum. OGM, interdit. La qualité de l'alimentation pour nos Montbéliardes va avoir un impact sur le lait et donc sur le fromage. Voilà. Et un produit naturel, c'est ça. Si on fait un fromage qui est toujours le même, quelque part on triche, on compense. La nature, elle n'est pas toujours la même. Par exemple, la poussée des jonquilles ici, ça se fait en 48 heures. Et d'un seul coup, il y en a partout. Eh bien, je peux vous dire que les fromages, pendant effectivement donc, cette petite période, et ils ont l'impression, on a l'impression qu'ils sont un peu jaunes citron, quoi. Hein. J'exagère un peu, mais ils sont très 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 jaunes. Allez viens, allez. Pour obtenir l'AOP, il faut respecter les saisons et suivre un processus qui commence dès le producteur de lait. Allez viens. Stéphane Barbe suit le cycle naturel de ses bêtes et traite ses vaches à des heures fixes. Là, c'est l'heure de la traite. Il y en a combien de fois par jour? 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, à des horaires assez réguliers. On commence à 6h15 le matin et 6h15 le soir. Contrairement à ce qu'il se fait ici, les producteurs de lait industriel traient leurs vaches 3 fois par jour, voire davantage, pour accroître la production. Les gestes de Stéphane sont donc de plus en plus rares. Stéphane, comme dans une appellation d'origine, il va être contrôlé par un organisme extérieur. Mais quand on voit ses pâturages, quand on voit ses Montbéliardes, quand on le regarde travailler, on voit que l'homme, en matière d'appellation d'origine, c'est toujours l'élément clé. L'appellation d'origine, ça permet aussi de défendre nos valeurs, ça permet de défendre notre nom. Comté est protégé dans toute l'Europe grâce à la réglementation AOP. C'est majeur. On essaye de nous copier partout, sans avoir la rigueur de Stéphane pour l'élevage effectivement donc de son troupeau, sans avoir la rigueur du fromager qui tous les jours transforme son lait, sans la rigueur de l'affineur qui va mettre parfois des années pour faire ce comté. Donc certains voudraient nous copier et là cette réglementation européenne, elle protège Comté. C'est donc ce lait de qualité qui va servir de matière première pour fabriquer un bon comté. Dans cette fruitière, le lieu où l'on transforme le lait en fromage. Première étape, le faire chauffer pour le faire cailler. Ensuite, ce caillé est déversé dans des moules pour former les futures meules de comté qui vont être mises sous presse. Ça, c'est pour faire un comté AOP. Tout le monde fait ça, c'est une obligation. Il y a un temps de pressage de 200 grammes au centimètre carré minimum pendant 6 heures minimum. Donc là, on se trouve dans la cave comté. Voilà, on a les comtés que j'ai moulés donc, ce matin, qui ont été fabriqués hier. Et là, on va les laisser toute la journée et la nuit pour qu'ils se figent, parce qu'ils étaient quand même assez chauds au moment du pressage. Et après, on va les mettre en rayon. Ensuite, ces meules de comté sont transportées dans les caves de l'affineur. Retour au Fort des Rousses, à 12 mètres de profondeur, sous la roche. Bon, ben, la température se tient bien, là, au moins on n'a pas de problème. Hein. C'est bien elle qui nous fait la climatisation de la cave, quoi. Hein. C'est là, à 8 degrés, que des milliers de meules de comté vont s'affiner lentement et être chouchoutées, parfois plus de 3 ans. Qu'est-ce que tu vas saler, Thomas? J'ai salé des fromages de Saint-Maurice là, qui viennent de rentrer, ils sont tout frais.
Ah oui, effectivement, oui. Oula, oui, c'est vraiment des tout blancs. Alors là, c'est une opération tout à fait traditionnelle à la main, mais c'est un fromage qu'on va saler quand il est jeune comme ça, 3 fois par semaine. Alors ce fromage, effectivement, donc, qui est salé, on va le frotter à la machine, l'emmorger, lui amener effectivement de la vie à la surface. Et c'est au fil du temps, soin après soin, on va faire des centaines de soins sur un fromage que tout doucement, on va lui donner du goût et de la pâte. Tous les fromages que vous voyez dans cette cave sont potentiellement décomptés, mais ils ne le deviendront pas tous. À l'étape de sélection, avec Didier, on va en éliminer. Si les fromages sont abîmés, ont un mauvais croûtage, un défaut d'aspect extérieur, butés par un robot, enfin il y a plein de raisons valables. Mais ces maîtres de cave repèrent aussi les défauts à l'oreille. Si le défaut est grave, il n'aura pas le droit à l'appellation d'origine contrôlée. Voilà. Si c'est un fromage qui a 1 an et si on se rend compte qu'il n'a pas le potentiel pour aller à 2, ben on va le vendre effectivement comme un embâche. On ne va pas l'emmener trop loin si on se rend compte qu'il n'a pas la capacité à vieillir. Tous ces comtés d'appellation d'origine protégée ne vont pas avoir le même destin. Donc ça, c'est les mai 2013, ça c'est pour Roland, ça, Roland Barthélemy. Ça c'est déjà une frite, c'est le genre de... Certains vont être sélectionnés pour répondre aux attentes de petits fromagers. Sélection pour un fromager, c'est du sur-mesure. Voilà. C'est qu'effectivement, l'âge ne va pas suffire. On peut avoir un fromage de 18 mois qui soit plutôt dans les goûts animal, ou effectivement fruits secs, ou épicés. Monsieur Arnaud destine aussi une partie de ses comtés à la grande distribution. On va constituer donc des lots très homogènes, conformes au cahier des charges pour l'âge, qui peuvent représenter des centaines de fromages. Pour les grandes surfaces, les meules sont prédécoupées pour le libre service, puis conditionnées sous vide. On peut donc trouver le même comté en supermarché et en fromagerie. Sauf que d'un côté, il coûte 19 € le kilo et de l'autre, il passe à 22. La différence de prix n'est pas énorme. Qu'en est-il du goût? François-Régis Gaudry, critique gastronomique, et Mathieu Le Gall, restaurateur fromager, vont comparer ces deux comtés AOP. D'abord, le comté de grande surface. Là, on a tout simplement affaire à un produit qui a été enfermé pendant longtemps dans un conditionnement hermétique, qui par conséquent ne peut pas respirer, qui souffre, on le voit, qui a d'ailleurs perdu sa matière et qui effectivement, en termes de texture, devient une espèce de machin caoutchouteux, alors qu'à l'origine, c'est effectivement un bon fromage, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un comté protégé par une AOP. Même au niveau de la croûte, la couleur, si on regarde 2 secondes, on a des reflets très orange, alors que voilà, la croûte d'un comté, elle est de cette couleur-là normalement. Hop là. Je vais commencer par la croûte. Moi, je vais faire l'inverse pour pas faire comme toi. Et là, très clairement, avec tout le respect que j'ai pour ce comté qui est un formidable fromage, la croûte n'a strictement aucun intérêt aromatiquement. Aucun. La pâte, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ils passent au comté, acheté à la coupe. Et ben, je commence par la croûte. Il reste souple, mais vous voyez, pas non plus autant que l'autre. Parce que là, j'ai un petit peu trop tiré, il finit par se casser. Le comté qui a respiré, qui en gros a bien vécu jusqu'à la fin, eh bien, il a une texture un peu plus cassante, un peu plus dense. On sent qu'il n'a pas macéré dans son humidité en quelque sorte. Par cet exemple-là, on montre tout l'intérêt de se rendre chez son fromager. C'est-à-dire un artisan de bouche qui est garant de la qualité des fromages qu'il vend, qui sait les conserver dans des conditions optimales, et ben ça vous donne effectivement un fromage qui peut exprimer ses qualités de façon optimale. En proposant des saveurs intactes, en sélectionnant des petits producteurs, voici. Les crémiers ont réussi à grignoter des parts de marché sur la grande distribution. Aujourd'hui, 20% des Français font leurs achats en fromagerie, le double d'il y a 15 ans. Alors les supermarchés ont été obligés de contre-attaquer.
Dans cet hypermarché près d'Orléans, à côté des traditionnels frigos en libre service, on trouve un rayon ressemblant à s'y méprendre à une vitrine de fromager. J'ai des petits chèvres aromatisés, des petits lingots. Vous avez le téton roumé. J'ai un gorgonzola fermier également. C'est très bien comme rayon. Il y a des choses, souvent des choses nouvelles, des choses que l'on trouve habituellement sur les marchés et que l'on trouve maintenant ici. Et des boutons de culotte là, très secs comme ça. Là, je les ai reçus. Des produits au lait cru, de nombreux fromages AOP, achetés en grande quantité, donc vendus moins cher, sans pour autant proposer du bas de gamme. Une nouveauté. Il y a 20 ans, notre rayon était plus petit. On se limitait, je dirais, à des produits industriels, quelques chèvres, parce que nous sommes dans une région chèvre. Mais à l'heure actuelle, on a besoin de se démarquer et nous devenons de vrais fromagers, au même titre que la fromagerie. Le style s'en rapproche. Autre nouveauté, autrefois c'était la centrale d'achat qui imposait les fromages à Séverine. Aujourd'hui, c'est elle qui fait les courses. L'hypermarché a dû changer sa vision, ses achats. Nous, notamment, nous allons voir beaucoup de producteurs à Rungis, fournisseurs. Quelquefois, je prends note de demandes de clients de certains produits et je vois sur place si on peut avoir et satisfaire mes clients. Enfin, plus question de passer de la poissonnerie à la fromagerie. Les grandes surfaces veulent des vendeurs spécialisés. Je vous en mets un petit peu plus ? Une autre enseigne va encore plus loin. Elle a fait directement appel à l'un des grands noms de la profession pour attirer le consommateur. Marianne Quentin, fromager affineur, star du secteur. On parle d'elle dans le monde entier. En plus de sa fromagerie, elle a désormais des corners dans toute la France, sous l'enseigne Monoprix. Alors, comment ça se passe ? Ça va. Tout va bien ? Ce que je dis, c'est ce froid ventilé, par moment, c'est un peu emmerdant parce que ça dessèche un peu, mais bon. Ouais. En fait, dans les années 2000-2005, il y avait une baisse de la consommation. Dans la grande distribution, il y avait très peu de produits au lait cru qui étaient mis en avant, beaucoup de pasteurisés. Et donc la question s'est posée de vraiment axer sur les produits au lait cru et en s'appuyant sur l'expertise d'un professionnel, entre autres Marianne Quentin. Cette collaboration, testée dès 2007, a stoppé la baisse des ventes. Le magasin présente donc deux types de fromages, l'entrée de gamme et ceux de Marianne Quentin. Même si pour des raisons de prix, ce partenariat n'est pas toujours évident. Il y a des fromages pour lesquels je me bats aussi pour les imposer parce que, Quoi par exemple et pourquoi ? Par exemple, là je suis sur le Salers. J'ai un excellent Salers, vous allez en recevoir d'ailleurs. Parce que je trouve que ça fait vraiment partie de ma gamme ou de mon travail. Le Salers qui est fabriqué à avril à novembre, ça fait vraiment partie de moi, ça. Pourquoi ça bloque ? Alors, ça bloque parce que nous, on fait attention, on va regarder l'aspect différenciation produit par rapport à celui qui est déjà présent dans notre collection. Vous avez déjà du Salers ? On a déjà du Salers, donc on va regarder, on est en train de travailler sur le sujet pour voir le niveau de différenciation pour que le client puisse aussi s'y retrouver. Parce qu'on est la seule enseigne en France qui présente deux gammes de produits, une sous la marque Marianne Quentin, l'autre sous la marque Monoprix ou la marque du fabricant. Donc c'est un travail beaucoup plus compliqué à présenter aux clients, à expliquer aux clients. Et Madame Quentin vous propose du Salers peut-être plus haut de gamme mais qui coûte trop cher ? Qui va coûter plus cher. Qui va coûter plus cher, c'est pas forcément trop cher. Si tu 150 jours tunnel, sélectionné, affiné, machin, réservé pour nous. Mais je suis en train de me battre. J'y arriverai peut-être pas. Mais je continue. Dans la boutique de Marianne Quentin, l'excellence prime sur le prix. Dans la grande distribution, la fromagère a dû faire des compromis. D'autant que ces produits représentent aujourd'hui 15% des ventes du rayon à la coupe. Voilà, merci monsieur. Un grand nom de la profession qui empiète sur le terrain des crèmeries traditionnelles. Qu'en pensent les autres fromagers ?
Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la première façon, c'est de dire on va pactiser avec le diable et surtout pas, n'allons pas dans la grande distribution. D'une autre part, passer des contrats d'image ou des contrats avec la grande distribution, ça peut être aussi une manière d'aller former des consommateurs qui ne viendraient jamais dans le réseau traditionnel, mais qui, par la découverte d'un produit dans un autre réseau, vont découvrir autre chose et vont se dire bah tiens, c'est quand même différent, il y a une petite approche un peu plus intéressante. J'ai goûté un produit au lait cru, j'avais pas l'habitude, en fin de compte, c'est bon. Par contre, ce qu'il faut que les consommateurs sachent, c'est que les produits qu'ils vont trouver dans la grande distribution, ils seront jamais d'aussi bonne qualité, je pense, que les produits qu'ils vont trouver chez le même fromager, parce qu'il y est vraiment investi, il les propose dans sa boutique avec son cœur et avec son savoir-faire. Allez, on va aller voir la luzerne. Après la petite gelée matinale, qu'est-ce que ça donne? Il y a des irréductibles qui défendent leur terroir, qui refusent catégoriquement de travailler avec les supermarchés. C'est le cas de Paul Georgelet. Depuis 40 ans, il fabrique à partir du lait de son troupeau du fromage de chèvre. Celui qui a fait son succès, c'est le mottet sur feuille. Vous voyez cette feuille de châtaignier qui est sèche, c'est un buvard. Elle finit de drainer l'humidité excédentaire dans le fromage. Un produit dont il vend 20 tonnes par an à 130 fromagers dans toute la France. À côté du mottet, il crée régulièrement de nouveaux chèvres. Le dernier, encore en chantier, porte humblement son nom, la Tour de Paul. Paul, je vais vous montrer une petite amélioration là au niveau pour l'égouttage des tours de Paul. Là. Pour son fromager Stéphane, quand on construit une tour, la difficulté, c'est qu'elle ne s'effondre pas. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans ce cas-là? Ce qu'on a fait, en fait, on a moulé dans des moules à motter. D'accord. Et on fait en fait un léger pré-égouttage. Parce que vous saviez que lorsque l'on moulait de haut, là, on brisait complètement le cahier, on avait une perte folle, et puis ça a une texture après complètement... C'est peut-être pour ça que les pôles n'arrivaient pas à se tenir. Ou, voilà. En modifiant sa technique d'égouttage, Stéphane pense avoir trouvé la solution. La première fabrication, vous vous rappelez, lorsqu'on a démoulé, c'est pas une tour qu'on avait fait, c'est une barrique. Et alors après, au démoulage, ça donne quoi? Eh bien venez, il en reste, je voulais justement vous montrer, il en reste derrière qui reste là, oui. Ah bah d'accord, on voit déjà la différence, disons. Oh, allez-y. Oh, d'accord, ah bah là, ah bah oui. Là, je pense qu'on est, on est bien parti. D'accord. Donc là, bah oui. Paul a lancé la création de sa tour il y a 2 ans. Un travail très long qui peut rapporter gros. Grâce à ses précédentes innovations, il totalise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. C'est un enjeu financier, mais dans tout développement, je suis persuadé, je suis un producteur fermier avec certainement un esprit d'entrepreneur. C'est pas lorsqu'on est en difficulté que l'on cherche une nouveauté. La richesse de la Tour de Paul, c'est qu'elle crée une petite émulsion à l'entreprise, une nouveauté. Et lorsqu'on parle de nouveauté, nos clients habituels, que l'on a depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, eh bien, sont heureux de voir aussi de l'évolution. On n'est pas statique. Ben écoutez, on n'est peut-être pas loin de la réussite, on peut même la goûter. Toujours aussi fondant. Oui. 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 Ça fait. Paul et Stéphane touchent presque au but, mais ils savent que le verdict viendra de la bouche de leurs clients. Quelques semaines plus tard, c'est lors du Salon du fromage, en marge du Salon de l'agriculture, que Paul Georgelet a décidé d'inaugurer sa tour. Les professionnels du monde entier sont présents. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Bonjour. Sur son stand, Paul Georgelet accueille Rumiko Honma, l'une des principales importatrices de fromage au Japon. C'est donc une cliente à ne pas décevoir. Je peux vous faire découvrir quelque chose de merveilleux. C'est la Tour de Paul. Je la coupe très fin, très fine, regardez. C'est pour vous permettre d'avoir une expression beaucoup plus rapide des goûts. Regardez ça.
L'arrière-goût est très très long et très puissant. Il vend sa tour de 30 à 35 € le kilo selon l'affinage. Rumiko lui commande sa première production. Pour Paul Georgelet, c'est une reconnaissance. J'aurais jamais cru qu'un petit fromage d'un petit village puisse traverser l'océan et l'océan pour arriver et surtout donner le plaisir, c'est ça, donner les mêmes sensibilités, les mêmes satisfactions que chez nous. Et là, c'est une réussite commune. D'autres crémiers viennent découvrir la fameuse tour. C'est le cas de Benoît le marié. Alors là, on est vraiment sur le lait chaud. Tiens. Lui aussi en vendra prochainement dans sa boutique d'Aix-en-Provence. Merci, t'as pas le choix. Pour Paul, c'est le fruit de ses efforts qui est récompensé. Le salon est un rendez-vous incontournable pour toute la filière. Delphine Carle, la productrice de Roquefort, où Jean-Charles Arnaud et son comté sont là aussi, pour promouvoir les couleurs de leur région. Des passionnés qui prônent le goût et l'excellence de la culture française. Du producteur à l'affineur, en passant par le fromager. Tous défendent au mieux leur crèmerie.